Aujourd'hui, je m'entretiens avec Joanne Gravel. Joanne est la mère d'un vétéran, un jeune vétéran qui vit avec un sévère choc post-traumatique. Joanne Gravel, bonjour. Bonjour Dominique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Donc vous, Joanne, lorsque vous avez rencontré votre conjoint, il était déjà dans l'armée. Il était dans les cadets de l'armée, si je ne me trompe pas. Dans les cadets de l'armée, effectivement, en 69. Et lorsqu'il a décidé de s'enrôler dans les forces, vous saviez un peu à quoi vous attendre. Effectivement, oui. Et vous avez un fils aussi, Stéphane, qui a été au sein des Forces armées canadiennes pendant combien de temps? 23 ans. Et lorsque son enfant nous apprend qu'il va s'enrôler, comment on vit ça en tant que mère? Au début, on dirait qu'on n'y pense pas vraiment parce qu'on a eu le père qui était dans l'armée puis que ça s'est bien passé. Alors, j'étais très fière. Moi, l'armée, c'est quelque chose que j'aime, que j'adore parce qu'ils font des hommes avec ces gens-là. Ils sont drillés pour ça. Puis je pense qu'on était vraiment voués dans la famille. Absolument, là. Le père... Parce que même Stéphane, en tout jeune enfant, il serrait ses jouets dans les boîtes, puis ses tiroirs étaient toujours bien rangés. Alors... Il y avait un exemple à la maison là, qui était son père. Oui. Dites-moi, vous êtes aussi très impliqué au sein des vétérans, donc un organisme qui supporte. Je suis une lady, vétérane, oui, et très fière de l'être. Oui, puis c'est dans quelle région? Dans la Naudière. D'accord. Et naturellement, Stéphane est enrôlé. Comment on se prépare à la première mission, le premier départ de son enfant? C'est sûr que Stéphane était bien préparé pour aller en Bosnie. La première mission, ça a été la Bosnie. Et c'était en quelle année déjà? En 2010. Non, pas 2010, pardon, 2007, je pense. Alors, c'est sûr, la première mission, bon, ils sont formés pour ça, puis tout ça, mais on ne sait jamais, ils ne savent pas vraiment, rendus sur le terrain, qu'est-ce qui va naître. On était inquiètes. Quand il est parti, je pense, c'est 7 mois à ce moment-là. Quand même. Pas beaucoup de communication. Et puis, j'ai trouvé ça difficile. Quand il est revenu, quand même, ça s'est bien passé. Mais on sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Alors, est-ce qu'il en parle? Son père, peut-être, mais pas vraiment à moi. Non, la première mission, c'est sûr qu'ils reviennent avec comme un plus sévère, si on veut, dans le regard et ainsi de suite. Mais moi, c'est la dernière mission là, que j'ai trouvée extrême. Plus particulière. Oui. Mais parlez-moi justement de cette dernière mission. Parlez-moi de son départ. Comment on se prépare? Parce que là, il y en avait fait quand même quelques-unes. Oui, bien, il a fait Kaboul avant, à Kandahar. Et puis, mais la dernière mission, Stéphane, c'est un police militaire. D'accord. Alors, quand il s'est en allé là-bas pour une mission, ça a été très difficile parce qu'ils sont sur le terrain. Absolument. En permanence, à surveiller des gens, puis tout ça. Et ce que je sais là, le plus de cette mission-là, c'est qu'il a dû rapatrier des collègues, des confrères. Alors qui étaient décédés, ainsi de suite. Alors, je pense que ça a été très, très difficile. Je ne sais pas toute l'ampleur que ça a pris là-bas, là, mais parce que les militaires ne parlent pas. Non, vraiment pas. Mais quand Stéphane est revenu, il a demeuré chez nous à peu près pour 1 an. Alors, parce que la vie familiale militaire, c'est un peu compliqué. Absolument. Hein? C'est une vocation. Absolument. Alors, c'est difficile pour la femme et les enfants. C'est pour ça d'ailleurs que mon fils a décidé de ne pas avoir d'enfants. Parce qu'il y avait beaucoup d'amis militaires, puis ça se passait pas bien. Alors, c'est compliqué. Ils partent en mission, les enfants restent là avec la mère, puis ça devient vraiment compliqué. Alors, lui, il a décidé de ne pas en avoir. C'est son choix. C'est ça. Alors, quand il est revenu, à un moment donné, je sais qu'il a consulté 2 fois, parce que l'armée... Oui, leur donne du soutien psychologique. Le problème, c'est qu'ils en donnent... Quand eux autres disent non, c'est correct, parce qu'un gars d'armée, c'est un fort, hein? Moi, c'était un Superman, là. Alors, c'est dans leur mentalité, ça, de dire
on est capable. C'est pour ça qu'ils retournent en mission, parce qu'ils veulent vraiment... on dirait qu'ils n'ont pas fini d'accomplir ce qu'ils ont à accomplir. Alors, c'est tout un cheminement comme ça. Et puis... Puis vous, c'est ce que vous sentiez chez Stéphane? Énormément. Que lui, c'est pour ça qu'il allait... La dernière fois qu'il est revenu, il était nerveux. Puis il disait tout le temps, ça sent le mort, ça sent le mort. Qu'est-ce que je peux me mettre? On disait du VIX, puis tout ça, mais on lui a dit, il faut consulter, là, puis tout ça. Il a consulté, mais je pense que c'est pas assez. Tous ceux qui devraient revenir de missions comme ça, dans ces endroits-là, là, l'armée devrait pousser à ce qu'ils vont jusqu'au bout, là. Malgré que le militaire ou le vétéran ne soit pas d'accord, leur imposer à la limite? Moi, je pense que oui. Ou bien faire passer un test pour voir où est-ce qu'ils sont rendus. Parce que quand ça se déclenche un post-traumatique, là, puis c'est pas arrivé un mois après, là. C'est quasiment 6 ans après, là. Quand même. C'est quelque chose, parce qu'il se battait avec lui-même, dans le fond, constamment. Puis lui, son rêve, c'était d'être police militaire. C'était d'être dans l'armée. Il n'a rien connu d'autre. À 18 ans, il a été cadet. À 18 ans, il est rentré dans l'armée, puis il n'a rien connu d'autre. Lui, c'est sa passion. C'était son plan de carrière, là. Effectivement. Oui. Effectivement. Puis aujourd'hui, c'est ça qui lui manque. Absolument. C'est ça qui vient me chercher. Oui. Beaucoup. Puis quand vous dites que ça a pris 6 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 ans-là? Vous le voyez qu'il avait besoin d'aide, mais lui n'était pas... parce que c'est souvent ce qui arrive, c'est que la personne n'est pas rendue à l'acceptation de dire « j'ai besoin d'aide ». Comment, en tant que mère, surtout, on le sait, le père et la mère vivent ça différemment, mais en tant que mère, comment on peut rester impuissante face à ça, face à son fils qui a besoin? Bien, c'est sûr que moi, je lui disais, j'ai dit, ça va-tu bien? Puis tout ça, mais il disait tout le temps, oui, tout est beau, ça va bien. Là, il est avec une dame et tout ça, puis ça va bien. Ça fait maintenant 4 ans qu'ils sont ensemble. C'est ça, il était à Longue Pointe il y a 1 an de ça. Puis là, comme ils disent, ils ont mis le genou à terre, là, parce que c'était plus vivable, cette situation-là. C'est sûr que dans l'armée, des fois, il y a des supérieurs qui sont là qui vont être plus brimants que d'autres personnes. Alors, je pense que ça a fait quand même un peu déborder le vase, là. Mais il traînait son bagage, là, quand même, d'un certain temps. Absolument. Quand il a vécu toute seule à Mascouche, on arrivait chez lui, là, puis il y avait une baïonnette avec un casque de fer, parce qu'il était encore dans l'armée. Puis il mettait ça à côté de sa porte d'entrée, parce qu'il lui disait, si jamais quelqu'un entre, moi, je vais l'entendre. Fait qu'il a vécu comme ça, à peu près 2 ans. Il était à Mascouche 2 ans, alors il a vécu comme ça pendant 2 ans. C'est un gars qui s'est toujours entraîné beaucoup. De toute façon, quand tu es dans l'armée, il faut que tu t'entraînes. Tu n'as pas le choix. Mais à l'extrême comme ça, c'était vraiment... Mais c'est ça, lui, en dormant pas dans la nuit, les gros cauchemars puis tout ça, on dirait qu'il voulait tout... Tout oublier. Oui. Mais à ce moment-là, il faisait encore partie des forces, là. C'est 1 an après tout ça, là, ça fait pas 1 an qu'il est retraité. Il est retraité depuis le mois d'avril 2017. OK, fait que c'est quand même tout récent, là. On est en juin. Oui, et c'est pour lui, pour lui et pour moi, je trouve ça... vous savez, une maman, là, ça a une fierté. Puis sa fierté, c'était mon fils, en étant... parce que toute sa vie, il a voulu être police militaire. Il a commencé à rentrer dans l'armée, il était cuisinier, parce qu'il a commencé comme ça. Puis les postes s'ouvraient, mais ça donnait jamais que lui... il postulait, mais ça n'arrivait pas à lui. La dernière fois, là, après 5 ans, là, quand il est rentré, là, ils ont dit, oui, là, tu t'en vas suivre ton cours de policier. Ça a été le comble de sa vie, là, honnêtement. Et puis, fait que lui se voyait, là, police militaire toute sa vie, là, comme son père finir. Il se voyait comme ça. Ouais. Alors, il est venu à bout de le faire. Mais ce qui lui manque aujourd'hui, c'est ça. Ce qui lui manque aujourd'hui, c'est... lui, il aurait continué sa carrière, mais il n'était plus capable. Et c'est comme...
il disait Superman a rendu l'âme, là, si on veut. Alors, c'est ça que je trouve. Et dans ces moments difficiles, qu'est-ce qu'on dit à son enfant pour essayer le plus de l'encourager? Parce que j'imagine que qu'il a quitté les forces, qu'il est devenu retraité officiellement, ça a dû être un moment très difficile pour lui. Très difficile, énormément. Stéphane, l'armée, c'est dans son cœur. C'est ça pour lui. C'était sa vie. Là, je trouve aujourd'hui qu'on dirait qu'il ne sait plus trop où s'orienter. Est-ce qu'il se dit, est-ce que je vais être capable de travailler un jour? Moi, je suis très pieuse, là. Je prie à tous les jours pour qu'il guérisse de ça, même si tout le monde dit qu'on ne guérit pas d'un post-traumatique, on apprend à vivre avec. Mais moi, je prie tous les jours parce que c'était pour sa dignité à lui. Sa dignité, c'était ça. Absolument. Alors, c'est lui qui m'entend en haut. Qui va régler ça. Qui va régler ça, oui, effectivement. Il a été très chanceux parce que les forces lui ont permis d'avoir un chien d'assistance. Parce que là, Stéphane était rendu qu'il rentrait à l'épicerie puis tout ça, puis il était tout le temps comme ça en arrière de lui pour voir. Ça devient agressant. C'est comme on va au restaurant, il faut toujours qu'il soit assis devant la porte. C'est compliqué, là. Absolument. Alors, puis les foules, il y avait énormément de misère. Mais là, ce chien-là, son petit blitz, là. Alors, maintenant, il est formé pour l'accompagner, absolument. Quand Stéphane vient en crise, le chien le sait. C'est comme un exemple, il est allé en formation il y a à peu près 15 jours, et puis ils sont allés chez Tim Hortons, puis Stéphane rentre à la toilette, puis le chien va s'asseoir devant la toilette, mais dos face à la porte, pour le protéger, oui, absolument. Fait que ces chiens-là sont dressés pour ça, comme un peu un chien d'un aveugle. Exactement. Des choses comme ça. Alors, il y a sa veste. Quand il a sa veste, parce qu'il est en devoir, fait qu'on ne peut pas le flatter, c'est bien sûr. Mais j'en reviens pas, le peu de temps, ça fait pas longtemps, ça fait un mois qu'il a son chien. C'est incroyable. Incroyable. Puis vous voyez un changement chez Stéphane? Pas encore, mais je vois que c'est un allié. Là. Absolument. C'est comme dans l'armée. Son partenaire à côté, c'est son allié. Là. Tout à fait. Alors, son chien, c'est son allié. Puis je trouve que, oui, je pense que ça va faire un grand bien. Il devrait en avoir plus qui puissent avoir des chiens d'assistance. Tout à fait. Ouais. Dites-moi, en terminant, Joanne, si vous aviez un message à livrer en tant que maman, ça serait lequel? Je pense que c'est d'être à l'écoute énormément. Je demanderais aussi aux intervenants, soit dans l'armée ou les anciens combattants, d'aider les gens. Il y a tellement de suicides, là, c'est incroyable. Il y a eu beaucoup de morts, mais autant de suicides, là, ça n'a aucun sens. Ces gens-là, c'est trop long, le processus là, de remplir les documents, puis des fois, ils ne savent pas comment, ça devient compliqué. Stéphane, il a eu de l'aide, je l'apprécie énormément. Alors, peut-être que lui aussi, un jour, il va être là pour donner de l'aide comme bénévole, bien évidemment, mais ils ont besoin. Puis, quand ils reviennent de mission, l'armée devrait s'assurer que la personne va bien. S'assurer dans le sens de faire passer peut-être un test ou des choses comme ça. Moi, ma fille est infirmière, fait que c'est ça qu'elle me dit. Elle dit, maman, ils font pas, c'est pas assez long. Hein. Deux séances, c'est pas assez. Voyez-vous, là, 28 pilules par jour, c'est terrible. C'est beaucoup, ça. C'est énorme. Mais il faut être à l'écoute. Puis, en tout cas, nous, dans la famille, on le supporte, puis on ne lâchera pas, ça, c'est sûr. Joanne Gravel, merci beaucoup de votre générosité. Ça me fait plaisir, Dominique. Merci. Merci, continuez votre bon travail. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Vicki Bélanger, qui est agente d'information au Centre de la famille Valcartier.
Bonjour Vicky. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on parle du Centre de la famille Valcartier. D'abord, dites-moi, quelle est la mission première du Centre de la famille Valcartier? La mission du centre, c'est vraiment d'accompagner le membre et sa famille déjà dès le début de sa carrière militaire jusqu'à la sortie, jusqu'au retour à la vie civile, en fait, là, dans toutes les étapes de la vie militaire. Et quand on parle d'étapes, on pense à quelle étape, entre autres? On parle de l'enrôlement, ensuite le cours de recrue, tous les cours de métier, toutes les absences, les déploiements, les exercices, tous les déménagements également qui impliquent la vie militaire et également au niveau de la sortie, là, la libération, la transition vers la vie civile, le retour à la vie civile, tout ce que ça peut engendrer. Si un organisme comme le vôtre existe, j'imagine que les impacts lors des différentes étapes sont quand même assez importants au sein, par exemple, du conjoint, de la conjointe ou encore des enfants. Comment ça se passe? Ça dépend de chaque étape, là, je dirais. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, nous, on offre une formation sur les impacts du style de vie militaire qu'on offre gratuitement dans les différentes ressources, les différents bureaux, tous les organismes qui ont à travailler avec des familles militaires, ce qui implique en fait toutes les ressources, autant les hôpitaux, les écoles, les hôtels de ville, etc. Nous, on forme ces gens-là pour leur expliquer c'est quoi les impacts de la vie militaire. Donc, qu'est-ce que ça implique un déménagement, une absence prolongée. Vraiment toutes les étapes là, de la vie militaire. Il y a des gens qui ne savent pas que les militaires déménagent peut-être aux 2-3 ans. Donc, c'est sûr que c'est énormément d'adaptation. Donc, c'est peut-être je pense que c'est le fait que les familles sont en constante adaptation qui est le plus difficile et souvent déracinées de leur famille. Tout à fait. Et comment ça se passe, par exemple, lorsqu'un jeune ou une jeune s'enrôle et il y a déjà un conjoint avec des enfants? C'est qu'ils peuvent aller vous voir puis vraiment préparer la famille à ces différentes étapes-là? Oui, absolument. En fait, comme je le disais tantôt, nous, on est présents dès le début de la vie militaire. Donc, à chaque assermentation de nouvelles recrues au centre de recrutement, il y a quelqu'un de notre équipe qui va faire une présentation à ces familles-là parce que les familles sont invitées à venir à cette cérémonie-là d'enrôlement. Donc, nous, on attrape déjà ces familles-là pour leur dire, bien, bienvenue dans la vie militaire, voici ce que ça peut impliquer. Donc, et voici nos services. Donc, déjà là, on leur dit, bien, venez nous voir, on existe, on est là pour ça. Il y a des gens pour qui c'est de génération en génération. Le grand-père, le père, le fils, la fille s'enrôlent. Et pour d'autres, c'est complètement nouveau. Ils ne savent vraiment pas dans quoi ils s'embarquent. Ils ne connaissent pas les services et tout ça. Donc, nous, on réussit à ce moment-là à leur dire qu'on est là. Donc, ceux qui ont déjà des conjoints, des enfants, on leur explique qu'ils ont accès aux services de garde, qu'ils peuvent venir nous voir pour qu'on leur explique vraiment qu'est-ce qui est adapté à leur réalité, parce qu'il y a des gens qui ont des emplois, qui ont leur routine, leur famille est à Québec, puis tout va bien pour eux, ils n'ont pas nécessairement besoin de venir nous voir, mais pour d'autres, la famille est éloignée, c'est plus difficile, à ce moment-là, ils peuvent venir nous voir. Et pour ceux qui n'ont pas de conjointe ou d'enfants, mais ils ont des parents, ces militaires-là. Donc, nous, on est là pour rassurer les papas, les mamans, de dire que ça va bien aller et qu'on est là également pour les parents de militaires, peu importe leur âge, en fait. Les entreprises, souvent, qui ont des conjointes de militaires, ouais. Comment ça se passe? Est-ce que c'est bien accueilli ou... Ça dépend. C'est sûr que quand il y avait les missions en Afghanistan, les gens étaient plus à l'écoute. En fait, ils savaient qu'il y avait peut-être des familles qui vivaient cette absence-là. C'était beaucoup médiatisé, donc les gens étaient plus sensibles à la réalité quand il y avait les missions. Maintenant, on en entend un petit peu moins parler. Ils font plus des opérations domestiques, des choses comme ça. Donc, ça dépend vraiment des entreprises. C'est pour ça que nous, on veut sensibiliser les gens à dire les conjoints de militaires, c'est des familles qui s'adaptent à tout, à peu près. Donc, c'est des gens qui sont fidèles, qui s'adaptent à différentes conditions, etc. Donc, c'est vraiment des bonnes personnes à employer dans votre entreprise. Même chose pour les anciens militaires. C'est des gens qui sont à l'heure, qui écoutent les consignes, puis qui sont très, très respectueux des choses. Donc, c'est sûr que nous, on essaie de conscientiser les civils de la région de Québec à engager les conjointes, engager les anciens militaires, parce que c'est des gens qui sont très, très, très adaptatifs à pas mal toutes les situations. Et on essaie, c'est vraiment du bouche à oreille. On fait partie de la Chambre de commerce également pour un peu aller vraiment aller chercher ces gens-là pour leur dire que notre cause est
est noble et Absolument. louable, Absolument. et que de comprendre tout l'impact que ça a sur les familles, la vie militaire. Lorsque ça arrive, par exemple, les différentes séances que vous donnez, est-ce que ça arrive à l'occasion que certaines familles, c'est-à-dire conjoints ou conjointes, vont être surpris, mais pas nécessairement dans le bon sens de qu'est-ce que la vie militaire? C'est difficile pour moi je pense, de répondre à cette question-là parce qu'on les voit après, ces familles-là. Souvent, il y a des gens qui vont venir me voir par la suite en disant « Wow, je savais pas que ça existait, ça me rassure vraiment beaucoup de savoir que j'ai accès à tous ces services-là. Ils vont revenir nous voir par la suite. » De dire que c'est sûr que c'est difficile, c'est sûr que quand on ne sait pas trop dans quoi on s'embarque, ça peut être de l'inconnu. Puis c'est souvent de l'inconnu pendant plusieurs mois, plusieurs années. De ne pas trop savoir où est-ce que je vais être mutée, est-ce que mon conjoint va partir en exercice, en mission, tout ça. Donc, c'est pas mal ça que je dirais, en fait, par rapport à cette question-là. Ça peut être difficile de Mais ça rassure savoir les ça. gens de savoir Absolument. que vous êtes là pour, Oui, pour les aider. Oui, parce que la plupart des gens ne connaissent pas les services. Ceux que c'est complètement nouveau n'ont pas vraiment eu d'occasion de chercher, en fait, à savoir quels services leur sont offerts. Donc, pour eux, c'est sûr que c'est très, très rassurant pour ces familles-là. Oui. Puis on rappelle que c'est des services qui sont tout à fait gratuits. Oui, pour la plupart, nous, on est un organisme à but non lucratif. Et je tiens à mentionner que le centre fête maintenant ses 25 ans, plus de 25 ans l'année passée. En fait, on a fêté notre 25e. Et à la base, ça a été créé par les familles, pour les familles. Donc, tout part de la communauté, pour la communauté. Et ça fonctionne très bien depuis 25 ans maintenant. Donc, c'est bien, bien apprécié de la communauté. Et j'imagine que si vous êtes un organisme à but sans lucratif, vous avez besoin de financement. Comment on se finance au sein de la famille Valcartier? C'est sûr qu'on a plusieurs bailleurs de fonds. On a une partie que ça vient des Forces armées canadiennes, on a une partie du gouvernement, on a une partie d'Emploi Québec également parce qu'on offre des services d'aide à l'emploi. On a également une fondation, la Fondation du Centre de la famille Valcartier, qui amasse des sous par Centraide aussi, Centraide. Donc, si vous faites un don à Centraide, vous pouvez le rediriger vers le Centre de la famille. Sinon, nous, on a une partie qui nous revient de Centraide. Et à tous les 2 ans, on fait une grosse levée de fonds qui est la criée d'automne. Cette année, c'est le 28 octobre 2017. Donc, on a un encamp à la criée, un encamp silencieux. On vend des tables aux entreprises qui ont envie de soutenir la communauté militaire, d'en apprendre plus sur nos services. Et ça, c'est un gros morceau de notre financement également aux 2 ans, la criée d'automne. Et les gens qui nous écoutent, qui voudraient participer à cet événement-là, comment on s'y prend? Ils peuvent nous contacter pour faire l'achat d'une table directement. Ils peuvent aussi aller sur le site web de la Fondation du Centre de la famille Valcartier pour avoir plus de détails, mais simplement nous lâcher un petit coup de téléphone puis on va tout leur expliquer comment ça fonctionne. Vicky, quels sont les principaux services qu'on offre au sein de la famille Valcartier? On a principalement un service d'aide à l'emploi chez nous, donc avec les fréquents déménagements. Pour le membre de la famille qui est militaire, bien, il arrive dans son nouvelle unité, il a son emploi et tout ça. Pour la personne qui est non militaire, souvent une conjointe, il faut recommencer le processus d'emploi. Donc, notre service d'aide à l'emploi est là pour les diriger, que ce soit à faire un CV, faire des recherches au niveau de l'emploi. Des fois, c'est de la réorientation de carrière aussi, de dire, bien, moi, je suis appelée à être mutée partout au Canada. Qu'est-ce que je devrais faire comme étude pour avoir le plus de chances possible de me trouver un emploi partout? On offre également des cours de langue seconde, que ce soit le français ou l'anglais, de me préparer à déménager dans une province anglophone, ou bien les anglophones qui arrivent à Valcartier qui ne parlent pas français. Donc, on offre des cours de français également. Et ce service-là est également offert pour les réservistes. Donc, les réservistes qui ont des contrats, le contrat termine. Nous, on peut les aider à se trouver un emploi dans le civil. Et les vétérans également. Donc, les militaires qui vont libérer, pour des raisons médicales ou pas. On peut les aider là, à se trouver un emploi dans le civil. Toute la transition vers la vie civile qui n'est pas nécessairement facile. Quand on a fait 25-30 ans dans les forces, il y en a qui n'ont jamais fait de CV. Ils ne savent pas trop comment faire ça, qu'est-ce que j'écris. Ils ont eu vraiment beaucoup de formation dans les forces armées. Comment je mets ça dans un CV civil pour me retrouver un emploi. Comment je peux faire pour un peu vanter mes capacités d'ancien militaire. Donc, ce service-là est très, très, très utilisé au niveau de la communauté, là. En terminant, Vicky, qu'est-ce que le Centre de la famille Valcartier aurait besoin si vous aviez un message à lancer à la population?
C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on aurait besoin? On aurait besoin d'avoir du support de 100% de la communauté civile, que les gens soient vraiment conscients de cette réalité-là, soient peut-être plus à l'écoute un petit peu de leurs voisins, de leurs collègues de travail qui vivent quelque chose peut-être un petit peu plus difficile, de savoir comment on peut les aider. Et en fait, nous, on dit aux gens, référez-les chez nous, de connaître le centre, premièrement. Donc, si moi, je suis une civile, mais je sais que ma collègue, c'est une conjointe, de savoir que le centre existe, bien moi, je peux la référer à y aller. Puis de vraiment savoir qu'au sein de la famille, vous allez pouvoir trouver des gens qui vivent la même réalité que vous, comme famille militaire. Et c'est toujours plus facile de vivre des choses qui sont plus difficiles dans notre réalité en s'entourant de familles qui vivent la même chose que nous. Donc, il y a encore des familles ou des militaires qui n'osent pas aller au sein de la famille Valcartier? Oui, bien c'est sûr qu'il y a toujours des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin ou qui peut-être sous-estiment un petit peu les services qu'on va offrir en disant, bien moi, j'ai pas d'enfant, donc je sais pas trop qu'est-ce que je peux aller chercher au centre. Mais nous, on leur dit, bien c'est peut-être pas pour vous, mais ça va peut-être être pour un ami, un collègue qui en aura besoin. Donc, juste de connaître les services, c'est déjà une très bonne base. Et quels sont les services en terminant? On a vraiment beaucoup de choses. Donc, comme je le disais, ça débute à la sermentation. Donc, toutes les présentations qu'on fait, autant au monde militaire, au monde civil, pour faire connaître nos services. Donc, on a toute la partie information référence par la page Facebook qui est super dynamique. Les gens nous posent des questions par ce médium-là. Les gens qui n'habitent pas la région immédiate de Québec ou les gens qui travaillent peuvent aller sur la page Facebook, écrire des questions au moment où ça leur convient. Puis nous, on peut maintenant leur répondre, même s'ils habitent à Trois-Rivières ou bien à Rimouski, bien, on peut leur répondre. Donc, tout tout le côté technologique d'information référence pour les familles. On a un gros programme de bénévolat également, donc l'Action bénévole qui est un tremplin superbe au monde du travail. Donc, les nouvelles familles qui vont arriver à Valcartier, qui la conjointe n'a pas nécessairement trouvé d'emploi encore, peuvent venir faire du bénévolat au sein de la famille pour, premièrement, bien, peut-être rencontrer d'autres gens qui vont vivre la même réalité qu'elles, se remettre un peu dans le bain de dire, bon, bien, j'ai quelque chose à préparer, j'ai un comité à gérer, j'ai un budget, il faut que je prépare une activité. C'est un beau tremplin. Le service de garde est offert pendant le bénévolat aux besoins, donc pour ces gens-là. Un gros programme d'action bénévole. Tous les services de garde également. Quand on arrive dans une nouvelle communauté, on est peut-être déraciné de notre famille, de nos parents qui pourraient s'occuper des enfants. On ne connaît pas encore personne, donc à qui on peut confier nos enfants en cas de besoin. C'est rassurant de savoir qu'il y a des services de garde au sein de la famille. On a un service de garde d'urgence qui est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui est un filet de sécurité à un plan de garde qu'on aurait et qui ne fonctionne pas finalement. On appelle, on sait que nos enfants vont être entre de bonnes mains en cas de besoin. Le répit, tous les services à l'enfance, de cours prénataux, de groupes parents-enfants. Encore là, c'est vraiment le but de rencontrer des gens qui vivent la même chose que nous. Se faire un réseau social quand on arrive dans un nouvel endroit, c'est important. Ensuite de ça, on a tout le programme à la jeunesse, donc pour les 6 à 17 ans. On a une équipe d'intervenants jeunesse qui, avec le Club Jeunesse Le Repère, qui est un style maison des jeunes, vont faire des ateliers préventifs, éducatifs pour les jeunes. La coopérative Jeunesse Valcarco également, qui est une coopérative qui a été montée par les adolescents. Nos ados ont eu envie de s'impliquer, de redonner à la communauté, puis de travailler aussi. À 14 ans, on ne peut pas nécessairement être engagé où on veut, donc ils font Ils vont rendre service à la communauté, gardiennage, promener les animaux, aller déneiger des petits endroits l'hiver. Les adolescents, c'est des adolescents qui ont vécu pour la plupart des missions. Ils ont vécu des déménagements. Donc, ils ont un gros bagage malgré leur jeune âge et ils ont envie de redonner à la communauté. Et les adolescents sont vraiment très, très surprenants. Au Club Jeunesse Le Repère, ils sont hyper accueillants pour les nouveaux jeunes parce qu'ils l'ont déjà vécu. De déménager à 12-13 ans, de perdre nos amis, de perdre notre école, ils savent c'est quoi. Donc, quand un nouveau jeune arrive au Club Jeunesse, ils l'accueillent tout de suite. « Hey, t'arrives d'où? T'es allé à quelle école? Je suis déjà allée là. T'es-tu allé visiter ça? » etc., etc. Donc, absolument. Ils sont très, très, très accueillants.
nos ados. Et j'imagine qu'il y a aussi le côté psychologique, c'est-à-dire qu'on parlait tantôt du service de répit, oui. mais aussi un conjoint, une conjointe qui a besoin, qui vit un moment de détresse psychologique. Oui. Vous pouvez l'accueillir aussi? Oui, absolument. En fait, à peu près tous les employés du Centre de la famille sont des intervenants de première ligne. Donc, on a une intervenante qui est là spécifiquement pour les déménagements, les mutations. Donc, elle est vraiment là pour un peu faire décompresser la famille qui vit son premier déménagement. Ça peut être plus difficile, donc elle est vraiment là pour s'adapter aux besoins de cette famille-là, diriger, référer au bon endroit, donner des trucs pour les enfants, etc. On a une intervenante de première ligne aussi qui est là pour les absences, donc les missions, les exercices, les cours, les restrictions imposées également. Restrictions imposées, c'est vraiment le militaire est muté sur une autre base, la famille, par choix ou pas, reste derrière, en fait. Donc, même si le militaire est sur une autre base, nous, on offre quand même des services à la famille qui reste ici. Donc, elle est là vraiment pour offrir des ateliers. On a beaucoup de documentation qui existe aussi. Donc, c'est vraiment une aide de première ligne là, de ce côté-là. En cas de besoin, on a toujours une équipe de travailleuses sociales qui est là pour offrir les services un petit peu plus formels, si je peux dire ça comme ça. Donc, nous, le Centre de la famille, on est des civils, on ne fait pas partie de la chaîne de commandement, ce qui fait que tous nos services sont confidentiels, gratuits également. Et l'important, c'est qu'on est spécialisé dans la réalité militaire. Donc, la conjointe qui va arriver avec des termes un peu, les acronymes, la vie militaire, tout ce qu'elle a vécu, nous, on va le comprendre. Versus, elle peut aller consulter à l'externe aussi, ça va peut-être être un petit peu plus difficile de se faire comprendre. Chez nous, on va vraiment bien l'accueillir dans cette réalité-là. Donc, ils ont accès également, les familles, aux travailleurs sociaux au centre. Souvent, ça peut être pour la famille, mais des fois, c'est des inquiétudes au niveau du conjoint. Mon conjoint va plus ou moins bien, comment je peux l'amener à consulter, comment je peux me protéger moi, pendant que lui vit des choses difficiles parce que je veux l'aider, mais je veux me protéger aussi. Donc, on a vraiment une multitude de groupes aussi pour les enfants. Puis, on fait du familial, du couple aussi, là, dans les bureaux avec les travailleurs sociaux. C'est intéressant aussi parce qu'on sait que on le vit dans le civil aussi, mais dans le contexte militaire, souvent, ça peut être aussi très présent. Par exemple, lorsque les gens quittent pour la mission, reviennent de la mission. Donc, bien, Vicki, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Puis on invite les gens à communiquer avec le Centre de la famille Valcartier pour tout renseignement. Et encore une fois, merci beaucoup, Vicki. Merci. Bonjour, ici Michel Martin, chroniqueur à l'émission Sur la ligne de combat. Aujourd'hui, nous sommes à la Citadelle de Québec, où Danny Hamel, directeur et conservateur du musée Royal 22e Régiment, nous accueille dans la salle Honneur et Mémoire. Suivez-moi. Monsieur Hamel, bonjour. Bonjour. On est ici dans la salle Honneur et Mémoire, une salle qui n'existait pas avant les rénovations qui ont été complétées en 2014. Où est-ce qu'étaient toutes ces médailles? En fait, c'était assez particulier. Le musée Royal 22e Régiment existe à la Citadelle depuis 1950. Et nous opérons jusqu'à 4 bâtiments. Donc, auparavant, les médailles étaient dans une cellule d'une ancienne prison qui date de 1842, qu'on ouvre à la visite. Donc, il était derrière une porte grillagée, donc comme une salle au trésor, là, embarrée, mais qu'on pouvait apercevoir. On savait qu'on en avait beaucoup aussi dans des tiroirs, dans le mobilier d'exposition qu'il y avait là. Puis avec le projet de nouveau musée, donc d'expansion dans la Casmatès, on a vraiment voulu donner une accessibilité. Donc on a créé ici là, la salle Honneur et Mémoire, qu'on appelle aussi la salle des médailles, là, étant donné son contenu, pour le rendre accessible, puis vraiment que nos vétérans, nos membres, leurs proches, leurs descendants et nos visiteurs là, puissent apprécier l'ensemble là, des ensembles de médailles, l'ensemble de la collection de médailles, mais aussi toute l'histoire là, des individus qui ont porté ces décorations-là. Parce que c'est une mission, dans le fond, de commémoration que vous voulez promouvoir ici même au sein de la salle Honneur et Mémoire. Exactement. En fait, la mission même du musée est de préserver, conserver pour la pérennité, et de mettre en valeur l'histoire du Royal 22e Régiment, évidemment qu'on porte ses membres, et de la Citadelle, sa maison mère. Donc, ici, dans la salle Honneur et Mémoire, donc c'est un grand rassemblement. On y retrouve, chacun des membres à sa place,
Mais on va aller au-delà des objets, puis vraiment présenter mais quelle était la carrière du militaire, quelles étaient ses grandes réalisations. Parce qu'ici, on retrouve en effet en arrière de vous, Oui. dans le fond, trois vies militaires exceptionnelles, celle du caporal Keble, Oui. celle du lieutenant Briand et celle du brigadier Triquet. Ces gens-là ont reçu l'honneur le plus élevé, si vous voulez, la Croix de Victoria. Oui. Parlez-moi un peu de leur carrière et des raisons pour lesquelles ils ont obtenu ces distinctions. Comme vous le mentionnez, la Croix de Victoria est la plus haute distinction qui peut être décernée à un militaire en fonction dans le Commonwealth. Donc, il y en a très peu. Je crois que c'est 86 Canadiens qui sont vus décerner cette distinction-là. Et c'est pour un courage exceptionnel face à l'ennemi, donc au péril de sa vie. Puis, c'est ce que ça l'a coûté aussi aux 2 premiers méritants. Donc, le régiment est très honoré d'avoir eu 3 méritants. Et le musée l'est encore plus, que ces médailles-là soient sous notre garde et peuvent être présentées au public. Donc, le caporal Keble, en fait, lui a reçu sa médaille à titre posthume. Donc, c'est sa mère, en fait, qui a reçu l'ensemble des médailles en son nom. Et lui, en fait, c'est pour avoir stoppé une avancée d'une troupe allemande de près de 50 hommes. Et il l'a stoppé seul. Donc, vraiment, là, avec l'aide de sa mitrailleuse, mais aussi de ruse. Donc, il simulait être à lui-même une compagnie. Pendant la bataille d'Arras, je crois, ou durant le premier conflit mondial. Oui, durant la Première Guerre mondiale. Et plus près d'Arras, en fait, le lieutenant Jean Briand, lui, s'est démarqué justement par son courage. Donc, M. Briand a mené des assauts. Et le deuxième assaut, donc à la pointe du pistolet, il a pris des postes de mitrailleuse. Et il était alors blessé. Donc, il se relevait là, de la civière là, du jour précédent. Et puis, il est décédé sur le théâtre des opérations et ça lui a été, évidemment, je pense que la médaille a été remise à son père. Exactement. Et puis, M. Triquet, lui, évidemment, on connaît le nom Triquet à cause de la maison Paul Triquet. Oui. Et lui, c'est pendant le deuxième conflit mondial. Oui, c'est une autre destinée. Donc, M. Triquet l'a reçu de son vivant. Donc, comme le Royal 22e Régiment, M. Triquet a pris part à la campagne d'Italie, donc libération de la Sicile, puis ensuite de l'Italie face aux troupes allemandes à la Deuxième Guerre mondiale. Et à la bataille de Casa Berardi, le capitaine Triquet, à l'époque, a vraiment démontré un grand courage. Donc, alors qu'ils étaient encerclés, il a vraiment rassemblé ses troupes qui s'amenuisaient de plus en plus pour foncer vers l'objectif et reprendre la ferme de la Casa Berardi, qui était un point stratégique. Donc, son courage a été reconnu et s'est vu décerner la médaille. Il a par la suite été en campagne de représentation pour l'armée canadienne durant le second conflit mondial. Puis, on a un dernier ici qui est non le moindre, le major René Jalbert, qui était le sergent d'armes à l'Assemblée nationale au moment où le caporal Lortie a pénétré en 1984. Exactement. Donc, c'est plus frais dans nos mémoires. Plusieurs ont pu le voir là, même à la télévision, mais M. Jalbert, lui, c'était en direct. Donc, il était là sur place. C'est un vétéran du Royal 22e Régiment, donc un major retraité. Et il a raisonné, M. Lortie, là, même en allant en haut de vent, sans armes. Et de mémoire, il a même offert une cigarette là, pour tout à fait. Calmer la situation. Donc, il a été décoré là, de la Croix de Vaillance, qui est une décoration canadienne. Donc, la Croix de Victoria, c'est la plus haute distinction que peut recevoir un militaire en service. Il existe, par exemple, une sorte de catégorisation des distinctions. Il y a la croix, il y en a pour la vaillance, je crois, pour la bravoure et le service méritoire. Comment on décerne une médaille, puis comment ça se mérite? En fait, les actes sont remarqués sur le terrain, sont montés, remarqués et notés. Puis, c'est vraiment au niveau de la Chancellerie du Canada qui, par la suite, les demandes sont traitées et la chaîne de commandement va décerner, là, avec le gouverneur général, là, les différentes médailles et distinctions, décorations. Et on le fait pour un certain nombre de campagnes, par exemple la campagne de 14-18, celle de 39-45. Et comme vous disiez, c'est tous les récipiendaires qui peuvent
être accueillis ici au sein de la salle d'honneur et mémoire? Oui, oui. En fait, peut-être une petite spécification, mais vraiment au niveau du Commonwealth, au niveau même du Canada qui en fait partie, les médailles et les décorations sont réellement méritées. C'est-à-dire qu'il y a une action qui a été faite, il y a un comportement remarquable pendant une période de temps, ou encore d'avoir servi en théâtre d'opération. Donc, il s'en décerne très peu quantitativement ou par rapport à d'autres pays là, qui sont à l'extérieur du Commonwealth. Et c'est surtout que, corrigez-moi si j'ai tort, mais c'est-à-dire le cadre des médailles, c'est assez récent. Est-ce que ça date, je pense, peut-être d'une 50aine d'années? En fait, on voit quelques médailles qui sont décernées au 19e siècle. La Croix de Victoria date du 19e siècle, comme exact. la Croix de Saint-Georges, je crois. Oui, oui, exactement. Puis on va commencer, par exemple, avec la reine Victoria à donner des médailles aux vétérans de la guerre de 1812, des reconnaissances plusieurs décennies après. OK. La guerre des Boers, par exemple? Exactement. Mais on a des décorés, justement, de la guerre des Boers, là, ici, à l'intérieur là, de la salle des médailles. Comment vous sont remis ces médailles-là? Est-ce que ce sont les militaires eux-mêmes qui, à la fin d'une carrière, désirent le remettre? Ou, par exemple, ce sont les familles? Oui, en fait, tous les médailles sont remis par voie de donation au musée. Nous, on les recueille comme bien de la couronne, pour lequel on s'engage là, à préserver puis à présenter. Et c'est souvent, je vous dirais, les descendants, les petits-enfants. Alors que la mémoire des faits s'estompe dans la famille, ou encore on recherche, alors que les embranchements de la généalogie familiale s'élargissent, on recherche un endroit pour pouvoir les remettre, où ils vont être appréciés, où ils vont pouvoir être accessibles à tout l'ensemble des descendants. Donc, c'est là où les musées militaires, il y en a près de 67 au pays, pour les forces canadiennes, et aussi le Musée canadien de la guerre, donc qui reçoivent les ensembles de médailles de ses membres. Quelque chose de particulier aussi, c'est que depuis, je vous dirais, l'année dernière, on a commencé à recevoir des ensembles de médailles de membres du Royal 22e Régiment de leur vivant. Donc vraiment, qui ont vu l'œuvre que représente la salle des médailles. Évidemment, c'est une œuvre collective, puis évidemment, sans nos membres, ça n'existerait pas. Et ils disent, bon, mais je trouve que c'est traité ici avec respect, c'est traité ici avec honneur, et je souhaite que mon ensemble de médailles et ma mémoire soit perpétuée ici. Puis c'est vraiment un grand rassemblement, c'est-à-dire que pour nous, toute époque, tout grade, un membre du Royal 22e Régiment a sa place dans la salle des médailles. Avez-vous été témoin de gens qui ont été justement dans le Royal 22e et qui sont venus se recueillir ici? Oui, effectivement, mais je vous dirais, dans ma profession de conservateur, où on a un engagement envers le patrimoine, envers le devoir de mémoire, c'est des moments très, très riches lorsqu'on peut être ici, dans la salle des médailles, en compagnie de vétérans qui connaissent très bien les gens qui ont porté les ensembles. Puis je pense que c'est quelque chose aussi qui transcende dans la salle des médailles, ce n'est pas seulement l'exposition d'objets qui ont une valeur de témoins, mais c'est aussi de parler des gens. Il y a des gens qui les ont portés, il y a des gens qui ont fait des gestes pour les mériter, il y a des gens qui ont représenté le Royal 22e Régiment, les francophones et le Canada, que ce soit à l'étranger ou ici, ils ont fait des actions pour nous. Il y a beaucoup de groupes d'étudiants, évidemment, qui viennent visiter le musée Royal 22e. Quand on entre dans la salle des médailles, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous le voyez dans les yeux des enfants, des étudiants? Je le vois, puis je vous avoue, au départ, on se posait la question, est-ce que ça va rejoindre? Parce qu'on doit rejoindre notre public militaire, notre public civil. Et là, nous, c'est varié. Ça va du petit Martin, 5 ans, qui vient avec sa mère d'une trentaine d'années. Ça va... les deux, il faut parler à la mère, il faut parler à l'enfant, il faut parler à nos militaires. Et oui, ça rejoint tout le monde. Il y a quelque chose, il y a un aura, c'est solennel, c'est respectueux. Ils n'ont pas tous la même lecture, mais ils ont tous cette même impression qu'on prend soin de la mémoire de nos membres. Puis il y a quelque chose qui se passe aussi. Parce que le pays a 150 ans, on a une histoire militaire qui est riche. Vous l'avez ici mise en évidence. Est-ce que les gens posent des questions particulières à l'égard des médailles?
Oui, bien, je dirais souvent les identifications fines ou la signification. Il y a beaucoup de questions, mais ils ont différentes visions par rapport à ça. Mais tous reconnaissent, on peut ne pas être d'accord avec un conflit dans lequel notre État est impliqué, ou les États voisins. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas enlever, c'est on reconnaît la bravoure de l'individu. Il y a un militaire qui a servi son pays, qui, lui, dans son contexte, a fait ce qu'il croyait juste, a exécuté les ordres justes, puis parfois au péril de sa vie, puis parfois même au sacrifice de sa vie. Puis ça, mais tout le monde a un respect pour ça. Un respect, effectivement, puis comprend ce qui s'en dégage. Parce qu'on ne peut pas, moi par exemple, si mon oncle a servi en Italie en 1944, si on m'avait remis ces médailles, je ne peux pas les porter, parce que je ne les ai pas méritées. Exactement. Porter les médailles, c'est symbolique et c'est aussi une question de légalité. Hein? Donc, on ne peut pas personnifier un militaire en service ou justement prétendre les avoir reçus. Donc, c'est aussi, je vous dirais, quelque chose d'important, justement, de les léguer entre bonnes mains. Donc, des gens qui vont les apprécier. Évidemment, elles sont très pertinentes à l'intérieur des familles lorsque le souvenir est entretenu, le souvenir de la personne, de ce qu'elle a accompli, la fierté. Mais aussi, nous, à certaines occasions, lorsque la famille le juge approprié, bien, comme organisation, on peut le prendre en charge puis poursuivre. Monsieur Hamel, un soldat qui se fait décerner une distinction, évidemment, c'est pour témoigner de sa bravoure, de sa vaillance, de son... Mais tous les soldats ne sont pas décorés. Et pourtant. Mais vous avez très raison. C'est-à-dire que le métier d'être militaire, c'est un métier de travail d'équipe. C'est l'union qui fait la force. Puis la même chose lorsque quelqu'un reçoit une décoration, il reçoit les honneurs, mais pour un contexte ou une action où l'ensemble des gens autour de lui ont mis les conditions pour qu'il accomplisse son action, qu'il réussisse. Puis c'est important de reconnaître l'ensemble, le groupe. Et je pense qu'ici, vous avez témoigné justement de cet effort militaire de nos vétérans canadiens et on vous en remercie infiniment. Ça me fait plaisir, puis c'est un engagement pour nous. Merci, M. Hamel. Tout fantassin qui a vu le feu et fait son devoir jusqu'au bout est un héros qui mérite d'être décoré. Je conçois fort bien que tous ne peuvent être décorés, mais il faut songer aussi que des milliers d'actes de bravoure sont passés inaperçus dans la confusion du combat. Il faut songer que de nombreux faits d'armes sont restés ignorés pour une raison ou pour une autre. Lorsque je vois un homme qui porte une décoration, je songe toujours à ceux qui lui ont aidé à la gagner, mais qui ne sont plus là pour en partager la gloire. La bravoure est quelque chose dont on ne peut ni parler ni écrire avec éloquence. C'est quelque chose qui s'accomplit.